Bonsoir, il s'appelle Édouard Balladur, il est Premier ministre, il a besoin d'argent. Il vous demande de lui prêter 40 milliards de francs pour lutter contre le chômage. Vous serez remboursé, c'est un emprunt d'État. Il s'appelle Antoine Pinet, les emprunts il connaît, il approuve l'initiative d'Édouard Balladur. Il s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, il est ancien président de la République. Il demande au gouvernement d'ajourner l'augmentation de la CSG. Il s'appelle Henri Lecomte, il est allé faire un tour à Roland-Garros aujourd'hui, un seul, battu. Il s'appelle Stéphane Huette, il était encore inconnu ce matin, il ne l'est plus, il a battu Yvan Lendl, on le verra donc au second tour, Laurent-Frédéric Bollet. Roland-Garros, deuxième jour et déjà un exploit, un coup de théâtre. Stéphane Huette, 297e jour mondial, élimine un monument du tennis, Yvan Lendl. Stéphane Huette, 22 ans, dont c'était le premier match dans un tournoi du Grand Chelem, incroyable réussite. Yvan Lendl a gagné le premier set, mais s'est ensuite peu à peu effondré. Le vétéran, la star, battu par un jeune homme qui avait même peur avant le match. J'étais complètement stressé à l'idée de jouer Lendl. J'avais fini mon dernier tour de qualif, où j'avais très mal joué. Et je voulais jouer tout sauf une tête de série, tout sauf Lendl et Chang. Et pourtant, ça a donc marché. Yannick Noah, lui, n'a pas vu le match de Stéphane Huette. Dommage, il était venu voir jouer son copain Henri Lecomte. Hélas, le rêve est passé pour le vengeur masqué, battu, dominé par un crocodile de la terre battue, l'Espagnol Bruguera. 7-6, 6-1, 6-0, score sans appel. Henri Lecomte ne s'est pas cherché d'excuses, mais il n'encense pas son adversaire. J'ai pris une raclée parce que sur le score c'est une raclée, mais sur le terrain c'est autre chose. Je veux dire, c'était quelqu'un qui, pour le public, ça a dû être frustrant parce qu'ils ont l'impression que j'ai pas joué. Et c'est un joueur, même quand on est sur le terrain, je peux vous dire, on a l'impression de ne pas avoir joué parce qu'il vous jouer en l'air, en bas, il est partout sur toutes les balles et j'ai pas pu manœuvrer et j'ai perdu en 3-7 quoi. Voilà. Sur le circuit, il n'y a plus un joueur comme Yannick, comme moi, comme John McEnroe, comme Connors, qui est là un petit peu et qui prend plaisir à jouer. Le plaisir, il faudra donc le reconquérir l'année prochaine. Et pour les passionnés de tennis, patience, Gérard Holtz, après le journal, vous dira tout. Ouvrons maintenant le dossier économique et social qui constituera l'essentiel de notre journal avec cet emprunt de 40 milliards lancé par Édouard Balladur. Écoutons le Premier ministre qui s'exprimait cet après-midi à l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé, en accord avec Monsieur le ministre de l'Économie, qu'un emprunt serait émis dans l'attente des premières recettes de privatisation pour permettre à la fois aux Français de témoigner leur confiance dans l'action de redressement qui est engagée, aux épargnants de souscrire à un emprunt convertible en titre de société privatisée, à l'État de disposer plus vite de recettes pour financer les actions prioritaires urgentes. Mais le gouvernement, mesdames et messieurs, ne peut pas tout faire tout seul. Les entreprises ont un rôle décisif à jouer. Elles ne doivent se résigner au licenciement que lorsque toutes les autres solutions ont été complètement explorées. Je dois dire que certaines méthodes expéditives de licenciement, telles que celles qui ont été utilisées récemment dans une ou deux entreprises privées, sont inacceptables tant elles sont dépourvues du minimum élémentaire de respect auquel a droit toute personne, surtout lorsqu'elle est placée en situation difficile. Pour sauvegarder la protection sociale et préserver l'avenir, des efforts sont demandés à tous. Pour enrayer la montée du chômage, tous les moyens sont mis en œuvre, et notamment l'emprunt exceptionnel qui anticipe les recettes de privatisation. La réalisation de cet emprunt est un acte de confiance dans les choix fondamentaux retracés dans ce collectif qui vous est soumis, de confiance dans la politique de redressement, de confiance enfin dans la détermination du gouvernement. Je suis certain que les Français y répondront favorablement. Quelles sont les conditions de cet emprunt? Comment, si vous prêtez, serez-vous remboursé? Les précisions de Yannick Letranchant. Fini les bruits de couloir, cette fois le Premier ministre a confirmé le chiffre, 40 milliards de francs, le plus gros emprunt jamais lancé par un gouvernement en France. Il s'agit d'un emprunt à court terme, ces titres
pourront être convertibles en actions des futures sociétés privatisées. En fait, le gouvernement anticipe les recettes des privatisations. Le but, financer de nouvelles mesures anti-chômage, une sorte de crédit relais pour sauver des emplois. L'emprunt d'État sera rémunéré au taux du marché, c'est-à-dire environ 7% pour un emprunt à 6 mois. À qui s'adresse cet emprunt? Principalement aux particuliers. La priorité est donc donnée aux petits porteurs. Autre précision, les titres de l'emprunt pourront être placés dans un plan d'épargne en action avec les mêmes avantages fiscaux. Si Édouard Balladur a pris cette initiative inattendue, c'est parce qu'il veut lutter encore plus efficacement contre le chômage. Il se dit même prêt à aider les salariés qui accepteraient une réduction de salaire pour éviter une perte d'emploi. Éric Monnier. C'est l'annonce surprise d'Édouard Balladur aujourd'hui. L'État aidera les salariés acceptant de réduire leur rémunération pour éviter le licenciement de certains de leurs collègues. En un mot, il prendra à sa charge une partie de ce salaire. Il faut dire que cette pratique est de plus en plus courante. Michelin, Potin ou comme ici Publicis l'ont éprouvé récemment. Là, les salariés avaient accepté des baisses comprises entre 2 et 8% pour éviter une quarantaine de licenciements. Cette mesure concerne toutes les entreprises publiques et privées en difficulté. Dans le même registre, le Premier ministre a décidé une rallonge à l'aide directe à l'emploi. 10 milliards de francs supplémentaires seront consacrés à l'apprentissage et à l'embauche de jeunes en contrat formation. Il s'ajoute aux 14 milliards déjà annoncés il y a 15 jours. Cet emprunt Balladur a suscité bien sûr de nombreuses réactions économiques et sociales d'abord. François Périgaud et Nicole Notat, responsables du CNPF et de la CFDT, commentent plus précisément l'aide promise par le chef du gouvernement aux salariés en difficulté. Les entreprises ne sont pas dans la position où elles pourront sauver l'emploi en faisant ça. Ce n'est pas malheureusement une panacée, parce que sinon il y en aurait peut-être beaucoup qui l'auraient déjà commencé. Disons que ceci facilitera ce processus qui existe déjà. Et vous avez déjà un certain nombre d'entreprises qui sont arrivées par accord avec leurs salariés, car c'est implicite dans ce que dit le Premier ministre, par accord avec les salariés, à faire un plan comme quoi on peut éviter un licenciement à condition de trouver des formules où l'on travaille moins et où l'on paye moins les salariés. Mais ce n'est pas à la portée de toutes les entreprises de s'en sortir comme ça, hein. C'est une mesure dont on craint d'énormes effets pervers. Il y a un risque évident qu'il y ait là une incitation masquée à la réduction généralisée des salaires. Or, cette éventualité-là est inimaginable. Autant à la CFDT, nous sommes favorables à des négociations pour éviter dans les professions et dans les entreprises des solutions alternatives au licenciement, y compris en mettant la question du salaire en rapport avec la durée du travail en discussion. Mais cela doit faire l'objet de négociations bien menées, justifiées et sûrement pas d'une mesure unilatérale, d'une mesure généralisée par le gouvernement qui donne une indication nette sur la réduction des salaires. Écoutons maintenant les réactions politiques recueillies à l'Assemblée nationale par Nathalie Saint-Cric et Alain Dubas. Le plan Balladur 2, il y avait aujourd'hui les inconditionnels, RPR bien sûr, mais à l'UDF on se félicitait de ce que l'on appelle le léger virage d'Édouard Balladur, susceptible de relancer l'économie. Devant la dégradation des comptes de la nation, le Premier ministre accélère, considère qu'il faut agir tout de suite. Il s'adapte et il a le mérite de s'adapter très vite. Je dirais qu'il y a plutôt changement de pied au galop. Il a compris que les entreprises criaient et appelaient au nom de l'urgence. Il était de notre point de vue urgent, vraiment très urgent, de faire davantage pour essayer de relancer l'économie et pour lutter contre le chômage. C'est pour nous une satisfaction car nous avons, semble-t-il, été entendus. Quelques voix discordantes toutefois des socialistes goguenards, des députés sceptiques sur l'efficacité de cet emprunt. Dire aux Français d'un côté on vous prend 70 milliards et puis dire de l'autre je vous emprunte 40 milliards, même si ce n'est pas les mêmes, c'est quand même assez original. Je pense que M. Balladur va attirer l'attention des économistes internationaux sur la cohérence de sa gestion. La relance par l'emploi ne se fait pas par ce genre de bricole. Quelques doutes et déjà ce matin, Valéry Giscard d'Estaing émettait des réserves et plaidait pour un report de l'augmentation de la CSG en 1994 pour éviter de trop ponctionner les Français. Édouard Balladur a dit non. Édouard Balladur a souhaité qu'on ne touche pas à sa proposition, il souhaite qu'elle reste ficelée telle qu'elle. Bref, à l'UDF, on approuve en restant vigilant, pas de clash, mais on garde l'œil ouvert. Quand on prononce le mot emprunt, on pense inévitablement à Antoine Pinet. Il nous a paru intéressant de recueillir son avis. Françoise Vallée est allée le voir. Il a raison de prendre des initiatives, même audacieuses.
Il a du crédit, les monnaies, c'est bien. Parce qu'il est très populaire, M. Balladur. Et vous pensez que les conditions sont intéressantes pour les Français? Le taux d'intérêt n'est pas très élevé, mais les conditions de remboursement peuvent les séduire puisqu'elles sont inconnues. Sortir du déficit et en même temps relancer l'activité économique. Donc il faut de l'argent aussi pour relancer l'activité économique. C'est un peu le problème en ce moment. Mais oui, mais on dépense plus qu'on encaisse. Alors on est en déficit permanent. Les bons administrateurs ne dépensent que ce qu'ils ont. Moi, j'ai dit, je ne dépense pas un sou de plus que je n'ai. Donc la France vit au-dessus de ses moyens. Tous les pays. Mais surtout la France. Le gros problème, c'est le chômage. Mais le chômage, c'est la faute de nos savants qui ont découvert des moyens scientifiques qui font que les machines marchent toutes seules maintenant. Autrefois, il y avait un ouvrier par machine. Maintenant, les machines marchent toutes seules. Que peut-on faire contre le chômage? Il faut que les savants qui ont trouvé le moyen de faire marcher les machines toutes seules trouvent un autre moyen scientifique. Pour arriver à quoi? À supprimer le chômage. Pauvre savant. Antoine Pinet a plus de 101 ans. On devine l'obsession d'Édouard Balladur. Il veut éviter à tout prix de nouvelles suppressions d'emplois, mais l'aide promise aux entreprises en difficulté pourrait avoir un effet pervers, pour reprendre l'expression de Nicole Notat, Véronique Auger. Oui, l'initiative du Premier ministre part d'un bon sentiment. Il faut bloquer les licenciements. On sait qu'on en prévoit 340 000 pour cette année. Or, on voit bien que les garde-fous législatifs ne servent à rien. Alors, faute de pouvoir utiliser le bâton, Édouard Balladur choisit la carotte. Il faut pousser les entreprises à faire comme Publicis, baisser les salaires plutôt que de licencier. Et Édouard Balladur, qui voit toujours les entreprises publiques comme des laboratoires sociaux, leur demande d'inventer une nouvelle formule. Mais cette idée comporte quand même déjà en elle-même plusieurs perversions. D'abord, les entreprises publiques, à part Renault, sont tout sauf des laboratoires sociaux. Les meilleurs exemples sont Thomson et Air France qui licencient des milliers de personnes. On les voit mal inventer quoi que ce soit. Ensuite, toutes les entreprises risquent tout d'un coup de se sentir mal et d'avoir envie de baisser les salaires. Jusqu'où pourra-t-on aller ? Merci Véronique. La toile de fond de toutes ces mesures spectaculaires a un nom, la crise économique, une crise qui s'illustre désormais chaque jour par des licenciements, par des fermetures d'entreprises et des grèves. Allons d'abord avec Léo Lamberton à Carmaux, où des mineurs en colère attendent toujours leur reconversion. Grenade lacrymogène contre bloc de granit, Albi a connu hier une nuit plutôt chargée. Une centaine de mineurs ont tenté de déverser plusieurs tonnes de granit devant la préfecture. Intervention des CRS, résultat pour ce camion, la chevauchée se termine contre un mur, il n'y a pas eu de blessés. Quelques heures plus tôt, 200 tonnes de ce fameux granit extrait à Carmaux avaient bloqué la nationale à l'entrée de la ville. Ces incidents ont eu lieu alors que se tenait une réunion du comité de suivi du plan social. Un comité mis en place il y a 2 ans, lorsque la mine décide de supprimer la moitié de ses effectifs, mais qui n'a pas pu pour l'instant reclasser tout le monde. Une rencontre est prévue jeudi au ministère de l'Industrie. Peu avant minuit, Albi retrouvait son calme. Seul le centre-ville gardait pour quelques heures encore des allures de camp retranché. Allons maintenant avec Sophie Jouve et Michel Janoulatos à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise, où les employés français de l'entreprise américaine Knoll, qui fabrique du mobilier de bureau, n'ont plus de travail. Ironie du destin, assis sur les célèbres chaises Knoll fabriquées de leurs mains, ils ont eu confirmation de la nouvelle. Le spécialiste du meuble de bureau arrête la production en France. On n'arrive pas à réaliser. On sait qu'on va tous se retrouver au chômage, sans emploi pendant des années, peut-être, on ne sait pas exactement. Personne ici n'a vu le coup de ciseau partir. Bien sûr, la crise touche le meuble depuis 2 ans. Mais Knoll, c'est le meuble contemporain. On le trouve partout, dans les ministères, les entreprises, mais aussi au Louvre et à l'Opéra Bastille. Ce qui l'a emporté dans la décision de Westinghouse, propriétaire de Knoll depuis 2 ans,
c'est le désir de renflouer ses caisses. Du coup, tout est à vendre. La boutique d'exposition du boulevard Saint-Germain, l'usine de Saint-Ouen, l'atelier de laine. La production sera transférée en Italie et aux États-Unis. 19 ans d'une vie dans une société dans laquelle on s'est beaucoup investi, on s'est beaucoup donné parce qu'on l'aime cette société. Je dis encore on l'aime, c'est énorme, c'est quelque chose, c'est affreux ce qui arrive, c'est affreux parce que c'est pas un dépôt de bilan, ça serait un dépôt de bilan, on dirait bon ok, ça va mal, on s'en va. Mis à part une poignée de commerciaux, tous sont dans la même charrette, 149 au total. Pour les Knoll encore sous le choc, il reste cette vidéo réalisée par l'un des leurs. La preuve qu'ils n'ont pas fait un mauvais rêve. Les défaillances d'entreprises, un terme pudique de plus en plus souvent employé, les faillites, soyons nets, sont de plus en plus nombreuses. 5000 au mois de mars en France, c'est toujours le même processus douloureux. Difficultés, première suppression d'emplois, licenciement plus important, puis fermeture, puis vente aux enchères du matériel. L'acte final, le plus triste, reportage de Jean-Pierre Métivet et Jean Cornu. 1900, 2000, 2100. C'est le lot quotidien des commissaires-priseurs aujourd'hui. Vendre le matériel des petites entreprises en faillite. Ici, une menuiserie qui vient de déposer son bilan. Ce visage crispé, c'est l'ex-PDG. Et c'est exceptionnel qu'un patron assiste à la braderie de ses machines. Ça fait mal. C'est 4 ans de travail pour rien. Dans la foule, des marchands de matériel, des bricoleurs, des concurrents aussi. Et d'anciens ouvriers de l'entreprise, elle en comptait 29. Vous allez essayer de racheter des outils, non? Si je peux, pour mettre peut-être à mon compte, pour créer mon artisanat. Et vous avez retrouvé du travail, non? Oui, non. Les raisons de la chute de cette entreprise, un mauvais client, un mauvais payeur. Curieusement, ici, c'était l'État qui assurait 80% des commandes. Il s'est comporté comme n'importe quelle entreprise en payant le plus tard possible. J'avais un marché sur un chantier, une facture qui devait rentrer fin septembre, un peu plus d'1 million, et on n'a pas pu me payer. Ça a été payé 45 jours après. Et j'ai pas pu faire ni mon échéance ni ma paye. Alors les banques ont coupé le robinet. Depuis 1990, c'est une hécatombe d'entreprises, les défaillances des unes entraînant la chute des autres. Au total, 150 000 PME disparues en 3 ans, ce qui a entraîné la perte de 600 000 emplois. Poursuite du procès du sang contaminé aujourd'hui avec toujours la même question, lancinante. À quel moment, à quelle date précise, les scientifiques ont-ils pris conscience des dangers du sida et du risque mortel que la transfusion faisait courir aux hémophiles? À quel moment ont-ils compris la nécessité de faire chauffer le sang? Esquisse de réponse aujourd'hui. Dominique Verdeillan. Jean-Claude Sherman est un homme de laboratoire et c'est à l'Institut Pasteur que le virologue prend conscience que chauffé à 56 degrés durant 30 minutes, le virus du sida est inactivé. Nous sommes alors en septembre 83, mais l'information ne sera publiée qu'en janvier 85, soit 1 an et demi plus tard. Moi, je comprends que nous étions une équipe inconnue, qu'on a eu du mal à faire passer le message et que il a fallu la confirmation américaine pour qu'enfin on puisse nous croire et qu'on puisse faire passer les messages que nous voulions faire passer. À la même époque, Jean Weber était également à l'Institut Pasteur. Sa priorité, le test de dépistage. Je voudrais convaincre les malades que si je n'étais pas intervenu, les décisions n'auraient pas été prises avant le début de 1986. De plus, ajoute le témoin, venir dire que la totalité des lots est contaminée est superfétatoire. C'est au premier lot que le problème se pose. On n'attend pas 100%, cela n'a aucun sens pour une autorité de tutelle. Les autorités de tutelle, le professeur Claude Gau ne les épargne pas non plus. Pour l'auteur d'un rapport sur le sida en 1988, le système décisionnel est opaque et inefficace. De plus, ajoute-t-il, il déresponsabilise les politiques, y compris devant la justice. De nouvelles victimes en Bosnie, Bosco et Admira ont été fauchés de sang-froid par un tireur embusqué. Il n'avait que 25 ans, il n'avait commis qu'un seul crime, il s'aimait, un amour interdit par les hommes qui s'entretuent. Bosco était serbe, Admira était musulmane. François Cornet. Sur ce petit pont qui enjambe la Miljaka, la rivière de Sarajevo, 2 corps enlacés figés en une dernière étreinte. Ils sont là depuis 4 jours et personne dans ce no man's land truffé de tireurs embusqués n'a osé depuis les récupérer. La vie et l'amour des amants de Sarajevo, fauchés sauvagement par un tireur fou un jour de printemps
où l'on parlait sinon de paix, tout du moins d'un répit dans cette guerre aveugle et sans merci. Admira et Bosco étaient étudiants en chimie, ils s'aimaient depuis le lycée. Les larmes d'un père qui croyait pourtant, après tant d'atrocités, avoir tout vu, tout vécu de la folie des hommes. Les visages et le bonheur d'une jeunesse qui, il y a quelques jours encore, voulait braver la haine farouche et la déchirure entre Serbes et musulmans, en continuant, eux, à s'aimer comme avant. Admira et Bosco avaient choisi de quitter Sarajevo en guerre pour aller vivre ailleurs leur amour, ailleurs, où on ne les montrerait plus du doigt, où l'on trouverait normal qu'ils s'aiment. Serbes et Bosniaques leur avaient accordé le droit de franchir cette ligne de démarcation, lieu de tous les dangers. Bosco a été tué sur le coup, Admira blessé a rampé vers lui et l'a serré pour la dernière fois dans ses bras avant de s'éteindre à ses côtés. Il arrive parfois que les hommes résistent au terrorisme et à la guerre. Les Cambodgiens ont voté massivement, malgré les menaces des Khmers rouges, toujours hostiles à des élections démocratiques organisées par l'ONU. En France, tout le pays aura demain l'accent de Marseille qui affrontera Milan pour le titre rêvé de champion d'Europe de football. Des Marseillais peut être soulagés de ne pas devoir affronter leur camarade, désormais milanais. Jean-Pierre Papin ne sera pas présent sur le terrain au coup d'envoi. Reportage à Munich de Christophe Duchiron et François Barban. Non, ça n'est pas la petite maison dans la prairie, simplement le chalet bavarois des Marseillais. Retraite calme et verdoyante à 30 minutes de Munich la bruyante. Les 25 chambres de l'hôtel réquisitionnées avec en prime de l'air pur à 700 mètres d'altitude. Pour l'heure, en voici deux qui respirent la santé, Tapi et Goethals, Bernard et Raymond ce matin. Fait entrer les artistes. Ça va, on entend ? Laisse touche pas ça. Je pense que cette finale se présente très bien. On a fait le nécessaire pour se mettre au vert et dans le calme. Tout le monde sait très bien qu'à Marseille, ça aurait été démentiel. Ok Raymond, mais les Marseillais, même rêveurs, plus forts que les Milanais, alors là Saint-Bernard n'est pas d'accord. Sortez-vous de la tête que vous allez voir une équipe pas motivée, pas en forme, à la limite sachant plus jouer au football. Tiens, ça nous, on n'y croit pas un mot. Oui, Bernard Tapie parle bien français. 17h30 cet après-midi, les Milanais débarquent à Munich, impeccables dans leurs beaux costumes, bref, la classe. Maintenant, le cas Papin jouera pas, évidemment, la concurrence est rude. Il y en a 6 qui peuvent jouer dans tous les clubs du monde et il y en a 3 qui doivent jouer, c'est ça le problème. Et c'est pas une intox par hasard? Ou intox? Ouais. Jean-Pierre est important pour l'OM, parce qu'il connaît bien la mentalité et le jeu de l'équipe. Il a les possibilités, c'est demain je décide qu'il joue. Allons, allons, messieurs les Milanais, pas d'impatience, Gullit ou Papin. Maître Capello a décidé, il décidera demain. Marseille devrait gagner pour au moins 2 raisons. Parce que l'équipe le mérite, parce que la ville également le mérite. Le football est si prisé sur la Canebière qu'il entre même le plus officiellement du monde dans les écoles primaires. Les maîtres s'en servent pour aider leurs élèves en difficulté. Patrice Velay, Jean-François Georgetti. Tu viens jouer avec nous, Milan AC? Tu sais, Milan est la 2e ville d'Italie par son nombre d'habitants après Rome, la capitale. De la géographie aux mathématiques, avec le football comme prétexte, l'OM européen offre quantité d'exercices. Et l'école rejoint ainsi la passion de ses enfants, le ballon rond. Avec lui, tout devient un peu plus simple, pour les garçons comme pour les filles. On apprend où ils se déplacent et quand ils vont jouer et plein de choses avec. Ça nous permet d'apprendre aussi en calcul et ça nous apprend aussi où se trouvent les villes en géographie. C'est facile d'apprendre comme ça? Ben oui, puisqu'on aime bien, alors on est plus concentré. Au rayon des souvenirs, la visite de Boxic, l'attaquant marseillais. Cours de maths improvisé, la meilleure motivation. J'ai cru qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps à venir dans notre classe pour parler avec nous ou des trucs comme ça. Et ça t'a fait plaisir? Ça m'a fait très plaisir. On s'appuie sur une motivation, donc c'est une aide. Hein. Les enfants participent d'autant plus volontiers qu'ils connaissent que ça vient de l'OM, qu'ils sont fanatiques de l'OM. Marseille-Milan au tableau noir. Exercice, calcul de la durée. Temps de trajet et soustraction en heures et minutes. Un vrai casse-tête. 7 aller à 19, ça fait 2.
Et pourtant, ça marche. À travers le football, Marseille et ses écoles jouent l'intégration en douceur. 9 aller à 5, on peut pas. Et pour vous remercier de votre fidélité, un cadeau offert par le musée Carnavalet à Paris, la plus belle collection au monde privée d'icônes. Suivons Gérard Dalmaz et Daniel Lévy. Saint-Luc, dit-on, a signé la première icône. Sujet, la Vierge. Mais il n'a pas eu à peindre tout le personnage, car, miracle, le visage de la mère du Christ est apparu sur la toile plâtrée apposée contre le bois, depuis le VIe siècle, le support des icônes, du grec iconos, image. Couleur, pigment naturel et des trempes à l'œuf pour braver les siècles. Les cultes orthodoxes d'histoire de l'art ont failli ne jamais s'enrichir de ces images pieuses à cause des iconoclastes. Ces casseurs d'images, 8e siècle, ne voulaient plus que des lignes abstraites pour briser l'idolâtrie. Heureusement, le concile de Nicée a mis fin à la querelle des images. Le grand livre a pu être rouvert. L'ascèse a son sommet, puisque pratiquée en haut d'une colonne. 5e, 6e siècle, en Syrie, 2 Saint-Siméon. L'Ancien, le Jeune, ont vécu une quarantaine d'années à 17 mètres du sol. La foi n'avait plus de bornes. Un certain saint, Moïse l'Éthiopien, était bandit de grand chemin dans le civil. Or, le voilà frappé par la grâce, il veut se convertir. Alors, pour se faire ouvrir le monastère, il menace de l'assiéger. Les moines ont cédé à la piété. L'international des icônes libanais, serbes, égyptiens, arméniens, roumains, grecs, bulgares. L'équipe des experts partage le français et la même passion que la restauratrice Sophie, une jeune Belge attachée à la conservation de cette collection mondiale. Les icônes nous regardent avec insistance, car elles ont pour vocation de raconter le ciel aux fidèles. Voilà, ce journal est terminé. Gérard Holtz, côté court dans un instant. Laurent Romeshko, côté ciel, tout de suite après. Mireille Dumas, côté masque, à 22h35. Catherine Sella, côté info, à 23h55. Voilà vos compagnons du soir. N'oubliez pas le film à 20h50, La Pagaille. C'est une comédie de Pascal Thomas avec François Perrier et Patrick Chenet. Demain, Gérard Clair, à 7h50, parlera de Marseille avec Guy Roux, entraîneur d'Auxerre. Bonne soirée sur France 2. À demain, 20h. Bonsoir.